Nous sommes toujours à la REF du MEDEF, la rencontre des entrepreneurs de France à l'hippodrome de Longchamp à Paris, événement économique dont Boursorama bien sûr est un des partenaires médias. Votre invitée à présent, Cécile Duflot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama à la REF, directrice générale d'Oxfam pour la France. L'info politique, c'est que Emmanuel Macron a donc écarté le nouveau Front populaire pour Matignon et LFI appelle à manifester le 7 septembre contre ce qu'il qualifie de coup de force du président. Vous en pensez quoi de votre lorgnette Alors, en tant que patronne d'Oxfam? de la lorgnette d'Oxfam, nous, on n'a pas vocation à intervenir dans les décisions partisanes des organisations politiques. La citoyenne. La citoyenne et la directrice d'ONG est préoccupée de la situation politique, d'attentisme qui n'est pas lucide par rapport aux résultats de ces élections législatives. Il y a eu une énorme mobilisation dont nous avons fait partie pour faire échec à une victoire possible du Rassemblement national et qui était une forme de responsabilité très grande d'énormément de structures de la société civile. Et donc il faut être à la hauteur de ce que les électeurs ont dit lors de cette élection. C'est-à-dire qu'ils refusaient absolument que le pays soit gouverné avec un agenda d'extrême droite. Ils ont aussi produit une assemblée qui n'a pas de majorité évidente. Et cette absence de majorité évidente, ça doit obliger tout le monde à réfléchir, dialoguer et trouver une piste de solution. Mais ça, c'est de la responsabilité des parlementaires, puisqu'ils sont élus désormais. Emmanuel Macron qui sème le chaos, a dit Olivier Faure, le patron du PS. Il aurait dû nommer le président de la République, une première ministre issue du nouveau Front populaire, Lucie Castet en l'occurrence, qui était leur candidate. En tout cas, la question, c'est de savoir qu'est-ce que le résultat de cette élection impose comme solution politique de fond. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de telle ou telle personne. Il y a une espèce de jeu des 7 familles du casting où toutes les personnalités politiques actuelles, passées, futures sont brassées au rythme des infos médiatiques. Mais le sujet, c'est pour faire quoi ? Et nous, avec Oxfam France, on a travaillé au sein de ce qui s'est appelé Coalition 2024 à l'élaboration de 16 propositions qui étaient soutenues par un arc très très vaste d'organisations syndicales, d'organisations de la société civile, qui disaient que ces 16 propositions peuvent être de nature à répondre aux enjeux qui sont les enjeux des Français. Sur les sujets économiques par exemple, la taxation des superprofits. Honnêtement, là, aujourd'hui, Ça rapporte quelques centaines de millions aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que la taxe n'est pas réelle. Elle a été faite pour ne pas rapporter, ce qui est quand même très dommage. Mais elle pourrait être beaucoup plus efficace, de la même manière qu'on pourrait avoir un vrai travail de financement de la transition écologique. Il y a un rapport, celui de Pisani-Ferry et Mahfouz, qui dit très clairement les choses sur le besoin d'investissement, qui ouvre la porte à une taxation dans le rapport exceptionnel des plus riches. Mais on a aujourd'hui, notamment sur le débat budgétaire, un débat qui est un débat de cyclope. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul œil, celui de la réduction des dépenses, alors que la question des recettes, c'est une question qui est ouverte. Dans un pays où les prélèvements obligatoires sont déjà parmi les plus élevés du monde. Alors, ça dépend sur qui et sur quoi. Est-ce qu'on tolère les 30 milliards de rachats d'actions? Est-ce qu'on trouve ça normal de cramer de l'argent qui pourrait servir même à l'investissement? Enfin, ça dépend par quelle lorgnette, comme vous dites, on regarde le sujet. On est dans un pays où les inégalités s'aggravent. Et la France, c'est un pays qui a dans sa devise l'égalité. Et c'est pas pour rien. Parce que quand il y a eu des moments de grande tension et d'aggravation des inégalités, la société française, elle a été extrêmement rétive à accepter ces inégalités. Et je pense que c'est tout à notre honneur collectif. Donc comment on sort de cette impasse politique, vous qui avez un peu de recul? Moi, je crois qu'on sort sur le fond. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, il y a un certain nombre de défis. Il y a le défi des inégalités, j'en ai parlé. Il y a le défi climatique, à la fois sur la baisse des émissions et sur l'adaptation. Oxfam a sorti un rapport au début du mois de juillet sur la nécessaire adaptation au changement climatique et surtout sur l'inexistence actuelle des politiques à la hauteur de l'enjeu. Et on se met autour de la table, on discute avec les associations, les organisations non gouvernementales, les syndicats et aussi des politiques pour trouver ce pacte commun qui va nous permettre de faire face à ce défi. De toute façon, on y est contraint pas par goût, mais par pression des événements extérieurs. Parce que le programme du Front populaire, c'est le programme LFI. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de leaders du NFP dire qu'ils pourraient gouverner seuls, sans concession sur leurs projets. C'est évidemment pour tout le monde, ça semblera compliqué, mais de la même manière que c'était compliqué quand Elisabeth Borne disait ça en 2022 avec une majorité relative. Donc on a vu, ça s'est passé par des votes, des adoptions de textes au 49.3, ce qui brutalise la démocratie, ce qui brutalise de fait
au final la société. Donc comment on arrive à travailler sur ces compromis? J'ai bien conscience que c'est un défi et j'ai bien conscience que c'est compliqué, y compris pour des formations politiques qui ont fait campagne, qui se sont engagées sur un projet dont on partage un certain nombre de grandes lignes pour Oxfam. Il y a un certain nombre de propositions qui sont les nôtres, qui sont dans le programme du NFP. Mais une fois qu'on a dit ça... Exemple, je parlais de la taxation sur les super-profits, je pourrais parler de l'évolution de la fiscalité sur les patrimoines, de la fiscalité sur les héritages, je peux parler de l'investissement dans les services publics, par exemple, dont on sait qu'il est absolument nécessaire. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu le problème du travail parlementaire. Et il faut, je crois aussi, tout est mis autour de la personne du président et de ce qu'il va faire ou ne pas faire. Je pense qu'il faudrait que les parlementaires reprennent du pouvoir, le pouvoir qu'ils ont d'être force de proposition. Vous parliez de l'action climatique et voire du coût de l'inaction climatique. Je sais que c'est un sujet que vous portez. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines, une étude américaine, notamment menée par un chercheur à Harvard, qui montre que les conséquences économiques du réchauffement de la planète sont bien plus fortes que ce qu'on pensait jusque-là, que les dégâts sont 6 fois plus importants. Pour résumer, pour faire simple, chaque degré de plus entraîne une chute du PIB mondial de 12% et non pas de 2%. On voit quand même que c'est beaucoup plus violent. C'est une étude qui devrait inciter les décideurs politiques à accélérer la transition. C'est une évidence. Le coût de l'inaction climatique, on ne se rend pas compte, mais risque d'être beaucoup plus élevé que le coût de l'action. C'est ce qu'on dit depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le choix. Pourtant, il y a des milliards quand même, il y a beaucoup de milliards qui sont déversés en France dans la transition. Alors, pas forcément au bon endroit, pas forcément de façon constante, pas de façon organisée et dans certains cas pas assez. Je parle par exemple du financement de l'isolation thermique des bâtiments. Ça a tout le temps existé par à-coups. Tout d'un coup on y va, puis ensuite on referme voilà, puis on retourne, puis on refreine. Du coup, y compris les entreprises n'ont pas de capacité à avoir une prévisibilité dans leur recrutement, dans leurs investissements. Donc ça fonctionne pas. Il faudrait vraiment avoir ce plan collectif. Mais il y a eu un travail qui a été fait notamment sous l'égide du secrétariat général à la transition, à la planification écologique, qui donne des clés pour pouvoir agir. Là, ce qui manque, c'est de la volonté politique. Bon. Autre sujet, vous avez sorti au printemps, ça remonte un petit peu, mais ça nous intéresse évidemment, sur Boursorama, cette étude sur les patrons du CAC 40 qui gagnent 130 fois plus que leurs salariés en moyenne. Est-ce que déjà certaines boîtes du CAC 40 ont contesté les calculs, la méthode Oxfam? Quelques années, c'était le cas. J'ai eu le sentiment qu'aujourd'hui, ce n'était plus le cas. Alors d'abord, pour une raison très simple, nous, on a une façon de travailler chez Oxfam qui consiste à envoyer à toutes les entreprises qu'on va citer ce qu'on va écrire sur eux et on prend leur retour. Donc si on s'est trompé, on peut corriger avant publication. Donc notre méthodologie, elle est très stable, elle est issue de leur rapport annuel. Exactement. Et puis je vous dis, on leur fait vérifier nos chiffres. Ce qui est surtout à la fois intéressant et problématique, c'est que ce chiffre, il a évolué. Il est passé entre 2019 et 2022 de 111 à 130, cet écart. Donc il a augmenté. Quand je parlais de l'aggravation des inégalités, elle est au sein des entreprises entre les moins payés et les plus payés, mais elle s'explique aussi parce que les actionnaires exercent de fait une pression sur les dirigeants pour que les dividendes qui leur soient versés soient de plus en plus importants dans une sorte d'accord tacite avec les grands dirigeants de ces entreprises. Après, il faut redonner les chiffres, hein. Les revenus des patrons du CAC 40 entre 2019 et 2022 ont augmenté 3 fois plus vite que les revenus des salariés. Ben voilà, vous avez tout dit. Voilà, et donc 6 millions d'euros, je crois que c'est en moyenne 6 millions d'euros par an de revenus. En quoi ça se fait, pour le commun des mortels qui nous regarde, en quoi ces salaires très élevés se font au détriment des autres salariés? Alors, pour deux raisons. La première des choses, c'est que... On dit souvent que les collaborateurs du CAC 40 ne sont pas les plus à plaindre. Il y a l'intéressement de la participation. Non, ils ne sont pas les plus à plaindre. Ils ont des bonnes rémunérations. Certes, mais la pression qui est exercée sur leurs salariés, elle s'exerce par voie de conséquence, notamment pour améliorer leur marge, sur leurs sous-traitants. Enfin, c'est un modèle inégalitaire qui produit des inégalités. Mais à deux niveaux. D'abord parce que je pense aussi que quand on est un dirigeant qui sort, j'allais dire, de la vie commune et classique, peut-être pour certains d'entre eux, on a plus de mal à comprendre ce que vivent les Français dans leur grande majorité, y compris les salariés de sa propre entreprise. Et deuxièmement, parce qu'il y a cette espèce de pas de deux avec les actionnaires et d'une pression très forte qui, en gros, rentre y compris certaines entreprises industrielles dans une logique quasi exclusivement financière, de distribution de dividendes ou une politique qui est la politique la plus absurde et idiote qui est celle des rachats d'actions. Qui est une pratique mondiale. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est une pratique mondiale que ce n'est pas absurde et que, on a fait beaucoup de choses, on a vu avant la crise de 2008 qui avaient l'air très rationnelles et qui ont précipité le monde dans une catastrophe économique absolument totale. Salariés du CAC 40 qui parfois sont aussi actionnaires. Souvent oui, d'ailleurs ils le sont. Mais c'est pas ça qui répare les écarts et l'aggravation des écarts dont on parlait. Et enfin, pour finir, parce que justement, cette pression sur des actionnaires qui est traduite et qui est, on va dire,
payée par des rémunérations de dirigeants très élevées, elle se fait au détriment de l'avenir de l'entreprise et notamment de leur investissement. C'est vrai ça, vraiment. Bien on sûr. est documenté là-dessus, c'est pas... On a publié un rapport en 2018, donc là où c'était très précis, qui montrait que si on plafonnait la distribution de dividendes à 30% des bénéfices, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas distribuer plus de 30% des bénéfices, les 70% restants finançaient 98% des besoins de transition écologique des entreprises en question. Donc, quand on donne de l'argent pour les dividendes, on ne le donne pas pour autre chose. C'est assez simple à comprendre. Hein. Et quand on a fait une telle pression sur des entreprises qui, y compris quand elles avaient des résultats négatifs, étaient forcées de distribuer quand même des dividendes en puisant dans leurs réserves, on voit qu'on n'est pas tellement dans une logique rationnelle. Bien sûr, mais est-ce que les actionnaires... Ce sont eux les propriétaires de l'entreprise. Et est-ce que les actionnaires ont toujours une vision long terme et de développement pas forcément. C'est pour ça que, vous savez, il y a des entreprises qui peuvent faire faillite quand elles dépensent plus d'argent qu'elles n'en produisent. On pourrait imaginer que sur la base de critères qui seraient des critères de soutenabilité de l'activité, notamment dans le fait de tenir la trajectoire de baisse des émissions conforme à l'accord de Paris, vous ayez des entreprises qui sont, si elles sont hors des clous, elles ne peuvent plus opérer comme elles le faisaient avant. Vous ne mettez pas chez Oxfam France tous les patrons du CAC 40 dans le même panier. On a vu les patrons Vertu, on a vu le patron de Michelin qui a souhaité que ses salariés soient payés un salaire décent. Ça va dans le bon sens, vous applaudissez dans ces cas-là. Et il y a des... Alors déjà, il y a énormément, c'est pour ça qu'on parle du CAC 40, certaines grandes entreprises, il y a énormément de petites entreprises où les écarts sont des écarts de 1 à 2, 1 à 3, et l'entreprise se porte très bien. Et donc notre recommandation, c'est que les écarts soient plafonnés de 1 à 20 entre le salaire médian et le salaire maximum. Comme dans les entreprises publiques. Exactement, sur le modèle des entreprises publiques dont on avait dit, mais on n'arrivera pas à recruter, on arrive toujours à recruter des grands patrons. On peut vraiment légiférer sur ces questions-là, parce qu'on parle d'entreprises privées. Hein. En fait, vous savez, il y avait le même débat sur le salaire minimum. Avant que le salaire minimum existe, les entrepreneurs disaient « mais si vous faites ça, vous allez nous ruiner. Comment on fait le meilleur salaire qu'on peut, mais il y a des moments, c'est pas possible, etc. » On entend le même débat sur l'augmentation du SMIC. Hein. Et on a légiféré sur le salaire minimum. Donc évidemment qu'il y a la possibilité de légiférer sur le salaire maximum. Vous savez ce qu'on va vous répondre? On va vous dire que légiférer, plafonner les rémunérations, c'est le meilleur moyen de prendre le risque de voir partir nos meilleurs managers ailleurs. Puisqu'il faut dire qu'aucun des pays voisins comparable à la France n'a ce type de pratique, de limitation. Il y a plein de choses en France qui existent et qui n'existent pas dans d'autres pays, qui sont une grande fierté. En France, vous pouvez arriver dans un hôpital avec un enfant malade, on ne vous demandera pas votre carte bleue avant de l'opérer, on lui sauvera la vie. Et je suis très fière de vivre dans un pays qui a mis ces valeurs dans le cadre de ses politiques publiques. C'est la même chose. Je pense que d'abord, on n'a pas à s'aligner sur tout ce qui se fait ailleurs. Parfois, on pourrait aussi s'aligner sur ce qui fait de bien. Vous avez dit que ce sont les actionnaires et les conseils d'administration qui votent. S'il y avait la moitié des salariés présents au conseil d'administration, peut-être que les décisions seraient différentes. Ouais, c'est un sujet aussi, ça. Et pourquoi ne pas surtaxer les revenus des patrons qui gagnent du CAC 40, qui gagnent au-delà de 20 fois la rémunération, plutôt que de limiter? Quitte à utiliser le levier fiscal. On peut utiliser plusieurs leviers. C'est l'idée. On peut utiliser plusieurs leviers. Nous, on n'est pas arrêté sur un levier, mais il nous semble quand même qu'on doit vivre dans une société où on lutte contre les inégalités, contre l'envol des inégalités au profit des plus riches. Vous savez, on vit sur une planète où il y a quelques 20 ans, la conquête spatiale, c'était le fait de très grands pays. Les États-Unis et l'URSS, puis la Russie. Ouais. Et puis l'Europe est rentrée dans le jeu en mobilisant l'ensemble des forces des pays européens. Maintenant, c'est entre deux milliardaires, enfin super milliardaires. Est-ce que c'est sain pour la démocratie mondiale, pour l'équilibre de notre planète? Nous, on pense que ça n'est pas sain. Après, le CAC 40, pardon, mais ne représente pas la France. Je veux dire, ça ne représente pas l'économie française. Non, c'est une grosse partie. Les PME, les ETI, on le sait, les boîtes du CAC 40 réalisent moins de 20% de leur chiffre d'affaires sur le sol français. Oui, mais déjà, ceux qui ne sont pas concernés par ces écarts insupportables, ils n'ont pas de problème, j'allais dire. Donc, si on réglemente pour ceux qui dépassent ces écarts, ça le fera seulement pour ceux qui abusent. Et je sais que ça ne s'appliquera pas à plein de gens. C'est comme les limitations de vitesse. Hein. Il y a plein de gens qui ne roulent pas à 150 sur l'autoroute, donc que ce soit limité à 130, ça ne leur pose aucun problème. D'ailleurs, la vitesse moyenne sur les autoroutes, c'est 112 km/h. Donc l'immense majorité des automobilistes qui roulent sur les autoroutes, il pourrait ne pas y avoir de limitation de vitesse, il n'y aurait pas de problème. Il y en a pour certains qui ont besoin qu'il y ait cette limite. C'est exactement la même chose avec ce qu'on propose sur les rémunérations. On entend beaucoup de boîtes du CAC 40 avoir des objectifs climatiques ambitieux, des plans climat. Et vous avez calculé, c'est intéressant, que la France va vers un réchauffement climatique de plus 2,7 degrés
Si on prend ces plans climat. Et si on prend les plans climat du bois du CAC 40. Exactement. Donc qui ne respectent pas, on l'a compris, l'accord de Paris. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que avoir d'autres critères d'analyse de l'action des entreprises, ce qu'on appelle classiquement des critères extra-financiers, ce serait utile justement ça monte en pour qu'il y ait un pilotage, bien sûr, mais il faut que ça aille plus loin. Après, pour être neutre en carbone d'ici 2050, je crois que ça sort de chez Oxfam, les boîtes du CAC devraient au minimum consacrer 25% de leur investissement dans la transition écologique. En France, j'ai vu vos chiffres, on est à 11%, mais c'est la moyenne. On est dans la moyenne des entreprises européennes, finalement. Et bien justement, ce qu'on dit, c'est que si on met un certain nombre de limites à la distribution des dividendes, de façon assez naturelle, les entreprises vont investir davantage. Et peut-être qu'elles ont besoin de caper cette distribution pour pouvoir dire à leurs actionnaires, en fait, ça, ce que vous voulez, on ne peut pas le faire, ce n'est pas la loi. De la même manière qu'il y a un certain nombre de choses, on peut répondre à des actionnaires, ça, on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas la loi. Et c'est aussi protecteur pour que les entreprises puissent avoir des stratégies moyen-long terme. Parce que les actionnaires ont une logique de rentabilité souvent très court-termiste. Plus le monde se financiarise, plus les décisions deviennent ultra court-termistes. Et là, ça permettrait de remettre un peu de long terme et de stratégie industrielle. Cécile Duflot, on finit là-dessus. Juste, je me baladais dans les traverses, dans les allées de la REF, du MEDEF. J'ai croisé le patron de la FNAIM, qui est toujours très négatif sur le marché immobilier, notamment dans le résidentiel ancien. Là, je parle à l'ancien ministre du Logement. On nous avait promis un Big Bang du logement. Ouais, ça vous fait sourire, mais c'est vrai que les chiffres sont dramatiques, à la fois dans le neuf, dans l'ancien. On en sort comment ? En fait, il n'y a pas de politique de logement depuis 7 ans. L'idée a été, je pense, de dire il ne faut pas réglementer, il faut laisser faire. Et on voit bien que quand on touche à un bien qui n'est pas seulement un bien de première nécessité, mais qui a un besoin primaire de l'être humain, on ne peut pas vivre sans abri, l'action de la puissance publique, elle est légitime. Et on est en train de vivre les résultats d'une absence d'action de la puissance publique en matière de politique logement. Voilà, c'est ni plus ni moins que la situation qu'on vit. C'est une question d'argent, c'est une question de... C'est une question de quoi, encore une fois C'est une question de tout. Il y a les taux d'intérêt, ce qui ne dépendent pas du gouvernement déjà. Oui, mais il y a aussi le choix, par exemple, d'avoir fait baisser les ressources des organismes HLM. De manière assez classique, en France, les organismes HLM jouaient un rôle contracyclique. C'est-à-dire que dans les périodes où, pour des raisons de taux d'intérêt élevés, de crise économique, les ménages ou les investisseurs privés avaient moins les moyens d'investir dans le secteur du logement, eh bien c'était le parc social qui agissait de manière plus volontariste. La Caisse des dépôts a acheté du logement social. Oui, mais pas assez. Et surtout, on a privé les organismes HLM avec le prélèvement de solidarité, puisqu'on a fait baisser les APL. On a dit pour que les gens ont le même loyer, vous allez baisser leur loyer de 5 €. Sauf que du coup, vous asséchez les ressources des bailleurs sociaux. Et donc, quand vous leur enlevez les ressources, ils investissent moins dans la construction. Ça, c'est quand même un des éléments d'analyse assez basiques. Après, le facteur taux d'intérêt n'est pas sous-estimé, encore une fois. Non, c'est pour ça que je vous disais le rôle contracyclique des bailleurs sociaux. Dans les périodes de restriction du marché, notamment par la hausse des taux, vous aviez historiquement les bailleurs sociaux qui avaient les moyens de pouvoir investir et de remplacer, pour une part, le rôle des investisseurs privés. Et donc, pour lancer la machine, il faudrait faire quoi aujourd'hui, notamment dans le neuf ? Je pense qu'il faudrait donner les moyens, et en plus ça produirait du logement accessible dont ont besoin les ménages dans une situation où l'inflation a aussi touché les loyers. Donc donner les moyens aux bailleurs sociaux de réinvestir pour pouvoir racheter des bâtiments en construction ou des logements dans ces bâtiments et d'éviter la faillite de nombre d'entreprises de l'immobilier. Parce que c'est ça le risque qui est celui qui est devant nous. Allez, merci à vous pour cet entretien avec Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France, enregistrée depuis la REF du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Merci à vous. Merci.